Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui, pour moi seul, avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas en clé, des clous à tête de raie, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'étaient là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende, avec des princes très vaillants et des géants au cœur tendre. Mais ils habitaient les recoins cachés de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison, avec des commentaires détaillés où abondaient les traits pittoresques et les anecdotes. Il mimait les gestes de tel shérifa connu dans le quartier, la démarche de telle voisine qu'il n'aimait pas, parlait avec éloge de la caissière ou se révoltait contre les masseuses, ces entremetteuses, mères des calamités qui escroquaient les clientes sans leur apporter la moindre goutte d'eau. Le bain-mort était naturellement le lieu des boutins et des commérages. On y venait en effet connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. On y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantât un couplet et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. 2 ou 3 fois, ma mère assista à de vrais crépages de chignons. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Pendant 1 semaine, ma mère mimait devant les femmes de la maison, les amis de passage et les voisines la dispute et ses phases multiples. On avait droit à un prologue suivi de la présentation des personnages. Chacun avait sa silhouette particulière, ses déformités physiques, les caractéristiques de sa voix, de ses gestes et de son regard. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. Ma mère remportait auprès des voisines un succès, un grand succès. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences. Le matin, débordant d'enthousiasme, il ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs de querelle ou de pleurs. Mon père rentrait toujours tard. Il ne trouvait rarement de bonne humeur. Il subissait presque tous les jours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres. Quelquefois, un incident de mince importance prenait les proportions de catastrophe. Ainsi en fut-il quand Rahma eut l'idée néfaste de faire sa lessive un lundi. Il était établi que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère. De bonne heure, il occupait le patient, l'encombré d'oges de bois, de bidons qui servaient de lessiveuse et pour de lessiveuse, de seaux pour le rinçage et de paquets de linge sale. À peine vêtu d'un séroual et d'un vieux cafetan déchiré, il s'affairait autour d'un feu, improvisé, remuait le contenu du bidon à l'aide d'une longue canne, pestait contre le bois qui donnait plus de fumée que de chaleur, accusait les marchands de savon noir de l'avoir escroqué et appelait sur leur tête toutes sortes de malédictions. Le patient ne suffisait pas à son activité, il grimpait jusque sur la terrasse, tendait ses cordes, les soutenait à l'aide des perches de mûrier, redescendait brasser des nuages de mousse. Ce jour-là, ma mère m'expédiait à l'école, avec pour vêtement une simple chemise sur ma djellaba. Le déjeuner était sacrifié. Je devais me contenter d'un quartier de pain enduit de beurre
France, accompagné de 3 olives. Notre chambre même perdait son visage habituel. Les matelas gisaient là, sans couverture, les coussins n'avaient pas d'enveloppe, et la fenêtre semblait nue, sans son rideau semé de fleurettes rouges. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. Ma mère prenait une chemise toute froissée et sentant le soleil, la déployait sur ses genoux, la regardait par transparence, la pliait, les manches à l'intérieur avec application, presque avec gravité. Parfois, elle faisait une reprise. Elle n'aimait guère la couture. Et moi-même, je préférais la voir tirer sur ses cardes ou tourner son rouleau. L'aiguille, un instrument particulièrement citadin, représentait à mes yeux un symbole de modeste. Il était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble, par excellence, consistait à travailler la laine. Manier l'aiguille équivalait presque à un reniement. Nous étions faits par accident, mais nous restons fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines. Lors des querelles avec les voisines. Elle osa même se tenir devant Rahma que nous étions d'authentiques descendants du prophète. Elle existe, dit-elle, des papiers pour le prouver, des papiers gardés précieusement par l'imam de la mosquée de notre petite ville. Oui, entrez. Ma mère ne manque jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. Elle osa même se tenir devant Rahma que nous étions d'authentiques descendants du prophète. Elle existe, dit-elle, des papiers pour le prouver, des papiers gardés précisément par l'imam de la mosquée de notre ville. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues, sans extraction pour oser mettre ton linge plein de poux près du mien fraîchement lavé? Je sais ce que tu es. Tu es une mendiante d'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pied crottée et pouilleuse, une lécheuse de plats qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari? Parle-moi de cette déforme à la barbe rongée et de mythes et qui sont les curés, hébreux comme un âne. Que dis-tu? En parler à ton mari? Est-ce que moi je crains ton mari? Qu'il vienne et je lui montrerai peut-être capable une femme de noble origine. Quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes ardes. Toutes les voisines témoigneront en ma faveur. Tu m'as provoqué. Je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. De notre fenêtre, du 2e étage, d'angoisse et de peur, je suivais la scène alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Le soir, tout abruti de sommeil, j'entendis mon père monter l'escalier. Et entrant selon son habitude, se dirigea vers son matelas posé à même le sol. Ma mère prépara le souper, posa à la table le plat de ragoût et le pain. On sentait qu'il boudait. Mon père se mit à manger, sans poser de questions. Ma mère boudait toujours, puis elle éleva brusquement la voix et dit « Cela ne te fait rien, toi? Qu'on nous traîne dans la boue, qu'on nous insulte, qu'on insulte de nobles origines, nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus? Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de souiller par des paroles inconvenantes notre famille, qui compte parmi ses morts des hommes courageux, des chefs, des saints et des savants. » Toujours silencieux, mon père continuait à manger. Ma mère recommença. « Oui, tout cela ne te fait rien, que ta femme subisse tous les affronts. Ton appétit n'en est pas affecté, et tu manges comme à l'ordinaire. Moi, j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. » Ma mère, se cachant le visage dans ses 2 mains, poussa un long sanglant et se mit à pleurer à chaudes larmes. Il gémissait, se lamentait, se donnait de grandes claques sur les cuisses, chantait sur un air monotone et combien triste tous les matins.
qu'il avait frappé. Il énumérait les insultes qu'il avait reçues, les épithètes dont on l'avait gratifié, recommençait intarissablement le panégyrique de ses ancêtres qui, par la même occasion, se trouvaient offensés. Mon père, rassasié, but une gorgée d'eau, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accoudir et demanda « Avec qui t'es-tu encore disputé ?» La phrase eut sur ma mère un effet magique. Elle cessa de pleurer, releva la tête et avec une explosion de fureur s'adressa à mon père. « Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues, cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre, avec ses guenilles qui sentent les tables. Il ne se lave jamais d'ordinaire. Il garde ses vêtements 3 mois. Mais pour provoquer une querelle, il choisit le lundi, mon jour de lessive, pour sortir ses haillons. Tu connais ma patience. Je cherche toujours à aplanir les difficultés. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. Je tiens cela de ma famille. Nous sommes polis. Les gens qui ne provoquent par des mots, par des paroles grossières, perdent leur temps. Nous savons garder notre calme et conserver notre dignité. Il a fallu que cette pouilleuse, la voix de Rahman, trouve à la nuit. Pouilleuse, moi, entendez-vous, peuple de musulmans, la journée ne lui a pas suffi. Les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites de convenance. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés, des vociférations, des sons sans suite et sans signification. Chacune des antagonistes, penchée hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux, possédait du démon de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leur chambre et mêlèrent leurs cris aux cris des deux furies. Les hommes de leur voix grave les exhortaient au calme, insistaient pour qu'elles maudissent solennellement Satan, mais ces sages conseils les excitaient davantage. Le bruit devint intolérable. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures et l'écroulement du monde. Je n'en pouvais plus. Mes oreilles étaient au supplice. Mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les proies de sa cage. Les sanglots m'étouffèrent et je m'écroulais aux pieds de ma mère sans connaissance.